Imagine un pays si riche que si l'on répartissait tout son argent entre chacun de ses habitants, chaque personne repartirait avec près de 400 000 $. Des hôpitaux gratuits, des universités gratuites et un fonds d'épargne tellement énorme qu'il possède un petit bout de presque toutes les grandes entreprises du monde. Et pourtant, ce même pays est en train de manquer de la seule chose que l'argent ne peut pas vraiment acheter, des enfants. Voilà la vraie vie en Norvège. Et je te préviens, dès maintenant. La donnée numéro 1 de cette liste est tellement grave que le gouvernement lui-même a dû créer une commission d'experts pour tenter d'y remédier, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y est pas complètement parvenu. Si tu es fasciné par la manière dont vivent les gens dans les pays les plus riches et les plus extrêmes du monde, abonne-toi maintenant, parce que cette vidéo va changer ta vision de ce que signifie tout avoir. Allons-y avec les 10 données, de la moins à la plus impressionnante. Donnée 10, un coin sans frontières. À l'extrême nord de la Norvège, bien au-delà du cercle polaire arctique, existe un archipel appelé Svalbard, situé presque à mi-chemin entre le continent européen et le pôle Nord. Il s'y passe quelque chose qui n'arrive nulle part ailleurs sur la planète. N'importe quelle personne, peu importe son pays d'origine, peut venir vivre et travailler indéfiniment sans avoir besoin de visa, sans demander de permis de résidence et sans que sa nationalité n'ait la moindre importance. Ce n'est pas une rumeur d'internet ni une exagération de vidéos virales. C'est un traité international bien réel, signé en 1920 à Paris et respecté jusqu'à aujourd'hui par plus de 40 pays dans le monde. La seule véritable condition, c'est que la personne puisse subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Parce qu'au Svalbard, il n'y a ni allocation chômage, ni aide sociale comme dans le reste de la Norvège. Si tu te retrouves sans travail et sans argent, tu ne peux tout simplement plus rester. De plus, si tu sors de la zone urbaine de Longyearbyen, les autorités recommandent de porter un fusil. Parce qu'à certaines périodes, il y a plus d'ours polaires qui rôdent que de personnes qui marchent dans la rue. C'est un endroit tellement extrême qu'en plein hiver, le soleil ne se montre pas une seule minute pendant des semaines entières. Et en été, c'est exactement l'inverse. La lumière du jour ne s'éteint jamais, même pas à minuit. Vivre là-bas, c'est comme vivre sur une autre planète à l'intérieur du même pays, avec la particularité que ce petit bout de terre gelée abrite aussi, à l'intérieur d'une montagne, la fameuse réserve mondiale de semences. Un lieu conçu pour protéger la nourriture de l'humanité au cas où quelque chose tournerait très mal sur le reste de la planète. Des échantillons de semences y arrivent, envoyés par des gouvernements du monde entier, y compris des pays francophones, comme une sorte de coffre-fort agricole partagé entre des nations qui, dans leur vie quotidienne, ne se parlent même pas. Et bien que ça puisse paraître contradictoire, cet archipel si libre en matière d'immigration est en même temps l'un des territoires les plus protégés de la planète sur le plan environnemental. Presque 2/3 de sa superficie sont classés en réserve naturelle ou en parc national. Ainsi, la même île qui te laisse entrer sans te demander d'où tu viens t'oblige à respecter chaque rocher, chaque plante et chaque animal que tu croiseras sur ton chemin. Curieusement, même si n'importe qui peut y déménager sans démarche, vivre au Svalbard ne compte jamais comme temps de résidence dans le reste de la Norvège. Donc si un jour tu voulais demander la citoyenneté norvégienne, toutes ces années passées dans l'Arctique ne te serviraient à rien pour ça. C'est un monde à part, avec ses propres règles, qui coexiste avec le reste du pays sans vraiment se mélanger. Donnée 9. Presque personne n'utilise d'essence. La Norvège a réussi quelque chose qu'aucun autre pays au monde n'a encore accompli. En 2025, pratiquement 9 voitures neuves sur 10 vendues dans le pays étaient totalement électriques. Et dans les premiers mois de 2026, ce chiffre a grimpé encore plus haut, dépassant les 98% si l'on compte aussi les hybrides rechargeables. Pour te donner une idée de la rapidité de ce changement, il y a à peine 10 ans, les voitures électriques étaient encore une rareté sur les routes norvégiennes, quelque chose que les gens regardaient avec curiosité en passant. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Ce sont les voitures à essence qui ont presque disparu, et en trouver une neuve chez un concessionnaire est devenu la véritable curiosité. Comment y sont-ils arrivés ? Ce n'était ni de la magie, ni du hasard. C'était une stratégie de plus de 20 ans, basée sur la carotte et le bâton. Ils ont baissé les taxes, les péages et les frais de stationnement pour ceux qui achetaient une voiture électrique, et en même temps, ils ont augmenté les taxes pour ceux qui insistaient à acheter une voiture à essence ou au diesel. Avec le temps, choisir une voiture électrique a cessé d'être une décision écologique pour devenir simplement la décision la moins chère et la plus logique pour le portefeuille. Et voici l'ironie que peu de gens connaissent en dehors de la Norvège. Ce pays qui ne brûle pratiquement plus d'essence dans ses propres rues est en même temps l'un des plus grands exportateurs de pétrole et de gaz naturel de toute l'Europe. Ils vendent le pétrole à l'extérieur, à d'autres pays, et chez eux, ils se déplacent presque exclusivement à l'électricité propre produite par leurs propres barrages hydroélectriques. Et voici la première question de cette vidéo. Est-ce que toi, tu changerais ta voiture pour une électrique si le gouvernement en faisait pratiquement l'option la moins chère du marché ? Dis-le-moi en commentaire, et au passage, mets un like à cette vidéo si cette donnée t'a autant surpris qu'elle m'a surpris la première fois que j'ai fait la recherche. Un petit détail curieux. En plus, la marque qui vend le plus de voitures en Norvège année après année, depuis 5 ans consécutifs, c'est Tesla.
alors que sur d'autres marchés européens, cette même marque a connu des baisses de vente assez fortes. C'est comme si la Norvège vivait, en matière de mobilité, plusieurs années en avance sur le reste du continent. Et il y a une autre donnée que peu de gens mentionnent. L'absence d'une industrie automobile nationale s'est révélée être un avantage. Parce que le gouvernement n'a pas eu à négocier avec des usines locales, ni à protéger les emplois d'une industrie de moteurs à combustion. Chose qui a bel et bien freiné des pays voisins comme l'Allemagne ou la France au moment d'avancer à la même vitesse vers la voiture électrique. Donnée 8, chaque citoyen presque millionnaire. Quand la Norvège a découvert du pétrole en mer du Nord à la fin des années 60, le gouvernement a pris une décision qui allait changer son histoire pour toujours. Au lieu de dépenser cet argent immédiatement en travaux publics ou en hausse de salaire, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays pétroliers du monde, il a décidé d'épargner presque toute cette richesse dans un fonds d'investissement pensé pour les générations futures. L'idée de fonds était très simple, mais peu commune en politique. Le pétrole est une ressource qui va s'épuiser un jour, donc au lieu d'habituer la population à dépenser comme si cette richesse était éternelle, mieux vaut l'investir en dehors du pays, dans des entreprises et des obligations du monde entier, pour qu'elles continuent à générer des revenus même après que le dernier baril de pétrole soit sorti de la mer du Nord. Ce fonds vaut aujourd'hui plus de 1800 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand fonds souverain de toute l'histoire de l'humanité. Rien qu'en 2025, ce fonds a gagné environ 248 milliards de dollars en à peine 12 mois. Un chiffre supérieur au revenu annuel total de pays entiers comme le Portugal. Si tu partageais ce fonds entre les quelques 5,6 millions d'habitants du pays, chaque personne recevrait environ 390 000 dollars. Bien sûr, personne ne peut sortir cet argent de sa poche comme ça parce que c'est un fonds collectif qui appartient à tout le pays. Mais le gouvernement en utilise chaque année une petite partie, environ 3% du total, pour payer les hôpitaux, les écoles, les retraites et les programmes sociaux sans avoir besoin d'augmenter les impôts de manière agressive. C'est comme si toute une nation possédait une tirelire géante qu'on ne peut jamais casser complètement, seulement ouvrir avec beaucoup de précautions, un petit peu chaque année, pour s'assurer que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent aussi profiter de cette richesse dans 100 ans. Ce fonds est propriétaire de petits bouts de plus de 7000 entreprises réparties dans le monde entier. Parmi elles, des noms que tu reconnais sûrement comme Apple, Microsoft ou Nvidia, mais aussi des fleurons français comme LVMH, Total Energy ou Sanofi. Ce qui fait de la Norvège, sans que la majorité des gens ne le sachent, l'un des plus grands actionnaires de l'économie mondiale, caché derrière ses fjords et ses montagnes enneigées. Pour mesurer à quel point ce chiffre est énorme, il suffit de dire que la valeur totale du fonds équivaut aujourd'hui à près de 4 fois tout ce que produit l'économie norvégienne en une année complète. Un peu comme si une seule famille avait sur son compte en banque 4 fois son salaire annuel combiné de toute une vie. Donnée 7. La population qui vieillit. La structure des âges en Norvège a tellement changé au cours des dernières décennies que les experts en démographie la décrivent comme une pyramide inversée. Au lieu d'avoir une base large pleine d'enfants et de jeunes, comme aurait un pays en pleine croissance, la partie la plus épaisse de cette pyramide se trouve au milieu et en haut. C'est A, dire chez les adultes et les personnes âgées. L'âge moyen de la population norvégienne a augmenté de plus de 8 ans au cours des dernières décennies. Un bond énorme si tu y penses en termes d'une seule vie humaine, et cela confirme que le pays vieillit à un rythme de plus en plus rapide. Cela signifie quelque chose de très concret. Chaque année qui passe, il y a moins de mains jeunes disponibles pour soutenir le système de retraite et de santé dont profitent aujourd'hui les personnes âgées. Imagine-le comme une grande maison familiale confortable, avec un jardin, une cheminée et tout le confort, où chaque année il y a moins d'enfants qui jouent dans la cour et plus de grands-parents tranquillement assis dans le salon à boire un café. La maison reste magnifique, elle continue à fonctionner parfaitement, mais il y a un silence de fond qui n'était pas là avant, et qui se remarque un petit peu plus chaque année. D'ailleurs, si tu compares la Norvège à près de 200 pays du monde en termes de nombre d'enfants nés par femme, elle se classe aujourd'hui à peine à la 135 place. Autrement dit, dans la moitié basse du classement mondial. Quelque chose d'impensable pour un pays qui, il y a à peine 70 ans, avait l'un des taux de natalité les plus élevés d'Europe. Une bonne partie de la croissance qu'a connue la population ces dernières décennies ne vient pas d'un plus grand nombre de naissances, mais de l'arrivée d'immigrants venant d'autres parties du monde, ce qui confirme que sans ce flux constant de nouveaux arrivants, la population norvégienne serait déjà en train de diminuer de manière beaucoup plus visible. Donnée 6. Presque une année payée. Si tu penses que la Norvège ne fait pas d'efforts pour aider les familles qui veulent avoir des enfants, cette donnée va bien te surprendre. Le gouvernement norvégien offre jusqu'à 49 semaines de congé parental payées à 100% du salaire, ou si la famille le préfère, 59 semaines payées à 80%. Et ce n'est pas seulement pour les mères, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. La France en est un bon exemple, où le congé paternité reste très court en comparaison. En Norvège, il y a une partie de ces semaines, environ 15, réservées exclusivement au père, et ces semaines ne peuvent être transférées à la mère sous aucun prétexte. Si le papa décide de ne pas les prendre, elles sont simplement perdues à jamais. Elles ne vont à personne d'autre dans la famille. Cette règle a été conçue exprès il y a plus de 30 ans pour obliger gentiment les pères à s'impliquer aussi dans l'éducation dès le premier jour de la vie du bébé, et pas seulement la mère. Et cette stratégie fonctionne plutôt bien en pratique. Environ 7 pères éligibles sur 10 finissent par utiliser la totalité de leurs semaines réservées.
11 mois de salaire payé, voire plus, juste parce que tu as eu un enfant. C'est un avantage que très peu de pays au monde peuvent offrir à leurs citoyens, même pas les pays les plus riches de la planète. Et il y a encore plus. Si le bébé naît prématurément ou si des jumeaux ou des triplés arrivent, le gouvernement rallonge automatiquement plusieurs semaines supplémentaires de congés payés pour toute la famille, sans que les parents aient à faire la moindre démarche compliquée pour l'obtenir. Comparé à ce qui se fait ailleurs dans le monde francophone, ce dispositif ridiculise la plupart des pays, y compris plusieurs pays développés où le congé payé pour le père atteint à peine quelques jours et où la mère doit souvent retourner travailler avant que le bébé n'ait même 3 mois. Donner 5 comités d'urgence nationale. C'est tellement sérieux pour la Norvège que le gouvernement lui-même a décidé de créer une commission spéciale d'experts composée de chercheurs universitaires et d'économistes, avec pour seul objectif d'étudier pourquoi il naît de moins en moins d'enfants dans le pays et ce qu'on peut y faire avant qu'il ne soit trop tard. On ne parle pas d'une simple opinion d'un politicien de passage, mais d'un groupe de spécialistes convoqués officiellement par l'État avec des mois de travail, des enquêtes et des analyses de données réelles pour comprendre un problème que ni l'argent ni les bonnes intentions n'avaient réussi à résoudre à eux seuls jusqu'à ce moment-là. En février 2026, cette commission a présenté un rapport officiel dont le nom dit absolument tout, politique de la natalité. Parmi ses propositions les plus importantes, garantir une place en crèche dès que le bébé a 1 an, verser un bonus économique supplémentaire aux parents de moins de 30 ans, et même offrir 70 semaines de congé parental payées à 70% du salaire, comme une alternative encore plus flexible que celle qui existe déjà. Il propose aussi de réduire les horaires de travail pour les parents avec de jeunes enfants à la maison et de s'attaquer à un problème qui se cache souvent derrière le manque de bébés, le prix du logement. La commission elle-même reconnaît que beaucoup de jeunes couples repoussent l'idée d'avoir des enfants parce qu'ils sentent qu'ils doivent d'abord acheter leur propre logement. Et dans un pays où les prix de l'immobilier ont fortement augmenté ces dernières années, entrer sur le marché immobilier est devenu de plus en plus difficile pour les jeunes. Autrement dit, un pays qui dispose déjà de l'un des meilleurs réseaux de soutien familial de toute la planète sent qu'il doit faire encore plus d'efforts. Parce que ni les semaines de congés payés, ni l'argent supplémentaire, ni les crèches subventionnées n'ont suffi jusqu'ici à convaincre les jeunes couples d'avoir plus d'enfants, ou de les avoir plus tôt qu'ils ne le font aujourd'hui. Et maintenant, laisse-moi te poser la deuxième question de cette vidéo. Si toi tu avais presque une année de salaire payé, une place en crèche garantie dès la première année et un bonus supplémentaire du gouvernement juste parce que tu es jeune, est-ce que tu te lancerais dans la parentalité plus tôt que ce que tu avais prévu à la base? Écris-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment de lire ton avis là-dessus et n'oublie pas de mettre un like à cette vidéo si cette donnée t'a fait réfléchir un moment. Donner 4 de pauvres à millionnaires. Voici quelque chose que très peu de documentaires sur la Norvège prennent le temps de raconter. Il y a un peu plus de 100 ans, la Norvège était en réalité l'un des pays les plus pauvres de toute l'Europe. Entre 1825 et 1925, plus de 800 000 personnes ont quitté le pays à la recherche d'une vie meilleure de l'autre côté de l'océan, principalement aux États-Unis. Un chiffre extrêmement élevé si tu considères qu'à cette époque, la population totale de la Norvège dépassait à peine les 2 millions d'habitants sur l'ensemble du territoire. Pratiquement aucune autre nation européenne, à part l'Irlande, n'a perdu un pourcentage aussi important de sa propre population à cause de la pauvreté au cours de ces années. Aujourd'hui, l'histoire est complètement inversée. Les gens ne quittent plus la Norvège à la recherche de fortune sur un autre continent. Ce sont au contraire des gens du monde entier qui arrivent à la recherche de cette fortune que la Norvège a patiemment construite au cours du siècle dernier. Le pays est passé d'exportateur de sa propre population vers l'extérieur à importateur de gens d'autres pays qui veulent s'y installer. Et ce changement si radical, survenu en à peine 100 ans, est l'une des transformations économiques et sociales les plus impressionnantes de toute l'histoire moderne de l'Europe, et probablement l'un des exemples les plus clairs de tout ce que le destin d'un pays entier peut changer en seulement quelques générations. Quand la Norvège est finalement devenue totalement indépendante en 1905, elle comptait à peine un peu plus de 2300 000 habitants. Une nation petite et encore pauvre selon les standards européens de l'époque. Personne à ce moment-là n'aurait imaginé que ce même pays finirait par devenir, un siècle plus tard, le propriétaire du plus grand fonds d'investissement jamais créé dans toute l'histoire de l'humanité. C'est presque comme voir la famille la plus pauvre du quartier devenir, une génération plus tard, la plus fortunée de toute la ville. Simplement parce qu'elle a su gérer avec patience une opportunité que la plupart auraient dépensée immédiatement. Donner 3, ils veulent des enfants, mais tard. C'est peu. Être ce qu'il y a de plus curieux et de plus inattendu dans toute cette histoire. Les enquêtes réalisées auprès des jeunes Norvégiens montrent que la grande majorité, aussi bien les hommes que les femmes, veulent bel et bien fonder une famille et avoir des enfants un jour. Et beaucoup d'entre eux admettent même qu'ils aimeraient les avoir plutôt que ce qu'ils font en pratique. Le problème n'est donc pas que les gens aient cessé de vouloir une famille, comme on le suppose souvent de l'extérieur. Le vrai problème, c'est que la vie est devenue plus lente dans presque tous les domaines. Les couples se forment plus tard qu'avant, ils finissent leurs études universitaires plus tard, ils obtiennent leur premier logement plus tard,
Et quand ils se sentent enfin prêts sur le plan économique et émotionnel, ils ont déjà perdu plusieurs années précieuses de fertilité sans vraiment s'en rendre compte. C'est comme si tout le monde voulait monter dans le même train en direction de la paternité ou de la maternité, mais chaque année qui passe, la gare de départ recule un tout petit peu plus loin dans le calendrier. Les experts eux-mêmes qui ont étudié ce phénomène pour le gouvernement norvégien pointent exactement cela dans leurs conclusions. Il ne s'agit pas d'un manque de désir d'avoir des enfants, il s'agit d'un décalage de plus en plus grand entre ce que les gens veulent vraiment pour leur vie et ce que la vie moderne, avec ses rythmes et ses exigences, leur permet d'accomplir à temps. C'est un schéma qui, si tu réfléchis bien, ressemble beaucoup à ce que vivent aujourd'hui de nombreuses familles en France ou dans d'autres pays francophones. Sauf qu'en Norvège, ce schéma n'est pas poussé par un manque d'argent, mais par le nombre d'années que les gens passent à étudier, à voyager et à construire une carrière professionnelle avant de se décider à passer à l'étape suivante. Et voici le plus ironique de tout. Dans un pays pauvre, le manque d'argent explique facilement pourquoi un couple retarde l'arrivée de ses enfants. Mais en Norvège, cette excuse ne tient pas, parce que l'argent et le soutien de l'État sont là, disponibles, à attendre que les gens se décident à s'en servir. Donner d'eux de moins en moins de naissances. Et voici la donnée que je t'ai promise depuis le début de la vidéo, celle qui a poussé tout un gouvernement à se mettre en mode urgence réelle. En 2009, chaque femme norvégienne avait en moyenne près de 2 enfants au cours de toute sa vie. En 2023, ce chiffre est tombé au plus bas minimum historique jamais enregistré dans l'histoire du pays. Même s'il y a eu en 2024 une remontée minime presque insignifiante, la tendance générale des 15 dernières années est parfaitement claire. Il naît de moins en moins de bébés en Norvège, malgré tous les avantages, tout l'argent et tout le soutien de l'État disponible. Si on additionne les 5 pays nordiques dans leur ensemble, en 2024, il est né moins d'enfants que lors de n'importe quelle autre année depuis 1990. La Norvège, comparée à ses voisins, n'est pas encore parmi les pires cas de la région, mais la chute est réelle, elle est constante, et elle inquiète autant les économistes que les citoyens norvégiens eux-mêmes. Parce qu'un pays sans assez d'enfants aujourd'hui, c'est presque à coup sûr un pays sans assez de travailleurs, de médecins, d'enseignants et de soignants dans 30 ou 40 ans. C'est, sans exagérer, le plus grand paradoxe de toute cette histoire. La Norvège a de l'argent en trop de tous les côtés, mais le temps et les conditions pour fonder une famille à un âge précoce lui manquent de plus en plus. Et ce n'est pas seulement un problème norvégien en solitaire. Ses voisins, la Suède, le Danemark, la Finlande et l'Islande traversent exactement le même phénomène, chacun à son propre rythme, ce qui démontre que même le modèle de protection sociale le plus vanté du monde, le modèle nordique, n'échappe pas à cette tendance. Curieusement, au sein de ce groupe de pays, la Norvège est loin d'être le pire cas. La Finlande et la Suède enregistrent des chiffres encore plus bas. La Norvège est donc au milieu d'une crise régionale qui touche tout le nord de l'Europe en même temps et pas un seul pays isolé. Avant de te montrer la donnée numéro 1, je vais te demander un petit service rapide. Si jusqu'ici cette vidéo t'a paru intéressante, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, parce que la donnée qui arrive est littéralement la raison pour laquelle j'ai commencé à me renseigner sur tout ça. Et tu ne voudras pas manquer les prochaines vidéos de cette même série sur des pays qui cachent des secrets aussi grands. Donnée 1. L'argent ne suffit pas. La Norvège possède, en théorie, absolument tout ce dont n'importe quel pays aurait besoin pour que ses citoyens aient beaucoup d'enfants sans le moindre problème. De l'argent en abondance, mis de côté dans le plus grand fonds du monde. Presque une année complète de salaire payé pour chaque bébé qui naît. Des crèches subventionnées par l'État, une éducation gratuite du jardin d'enfants jusqu'à l'université. Des hôpitaux publics d'une qualité extrêmement élevée. Et l'un des niveaux d'égalité entre hommes et femmes les plus élevés de toute la planète. Et même en ayant tout cela disponible sur la table, le pays n'arrive toujours pas à ce que ses propres familles aient assez d'enfants pour remplacer génération après génération les gens qui partent à la retraite. Cela démontre quelque chose qui paraît presque incroyable à première vue. L'argent, à lui seul, ne résout pas ce problème. On peut être le pays le plus riche du monde, propriétaire du plus grand fonds d'épargne jamais construit par une nation dans toute l'histoire. Et pourtant perdre lentement, année après année, la prochaine génération qui devrait porter l'avenir du pays. C'est pour cela que le gouvernement norvégien a formé ce comité d'urgence que tu as vu il y a un instant. C'est pour cela qu'ils étudient d'accorder encore plus d'avantages économiques et sociaux aux jeunes familles. Et c'est pour cela que la Norvège est devenue, sans le vouloir, un véritable cas d'étude pour le reste du monde. La preuve vivante qu'un pays peut presque tout avoir dans cette vie, sauf la chose la plus importante de toutes, compter sur suffisamment de jeunes, avec l'envie et les conditions nécessaires pour fonder une famille à temps. Pense-y de cette manière. La Norvège a construit, avec énormément de discipline et de patience, le filet de sécurité le plus complet qu'un être humain pourrait demander pour avoir des enfants sans peur de finir dans la ruine. Et même avec ce filet parfaitement tissé, quelque chose d'aussi humain et d'aussi simple que l'envie de fonder une famille tôt continue à lui glisser entre les doigts, c'est la contradiction parfaite pour clore cette histoire. Pendant que le reste du monde regarde la Norvège comme l'exemple à suivre en matière de bien-être social, le pays lui-même se regarde de l'intérieur et se demande en toute honnêteté, que devons-nous encore offrir à notre peuple pour que les berceaux se remplissent à nouveau comme avant? Et cette question, encore sans réponse définitive à ce jour, est peu
être la donnée la plus honnête de toute cette vidéo. Ni l'argent, ni les lois, ni les comités d'experts n'ont trouvé jusqu'à aujourd'hui la formule exacte pour rendre à la Norvège quelque chose d'aussi simple que l'envie collective de recommencer. La Norvège est en même temps l'un des pays les plus riches, les plus ordonnés et les plus solitaires de toute la planète. Un endroit où l'argent déborde littéralement, où la nature est spectaculaire du nord au sud, avec des fjords qui semblent peints à la main, et des nuits d'été où le soleil ne se couche jamais vraiment, où les gens jouissent d'une qualité de vie que beaucoup d'autres pays leur envieraient sans hésiter. Mais où les berceaux se vident petit à petit, un peu plus chaque année. C'est une histoire qui te fait vraiment penser que la vraie richesse d'un pays ne se mesure pas seulement en milliers de milliards de dollars soigneusement gardés dans un fonds souverain, mais aussi dans les prochaines générations que ce pays parvient à élever, à protéger et à soutenir au fil du temps. Au bout du compte, la Norvège nous laisse une leçon qui vaut pour n'importe quel pays du monde, peu importe combien d'argent il a en banque. La richesse matérielle et la richesse humaine ne marchent pas toujours main dans la main, et parfois un pays peut résoudre presque tous ses problèmes économiques et continuer à affronter en silence l'un des défis les plus anciens et les plus humains de tous, qui est simplement de trouver le moment et les conditions parfaites pour commencer une nouvelle vie. Et c'est peu être là, au final, la réflexion la plus précieuse de toutes. Le bien, être d'un pays ne se construit pas seulement avec du pétrole, des fonds d'investissement ou des politiques gouvernementales, mais avec la volonté réelle de son peuple de continuer à parier sur l'avenir. Enfant après enfant, génération après génération. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur une face de la Norvège que tu ne connaissais probablement pas jusqu'à aujourd'hui, abonne-toi à la chaîne dès maintenant parce que chaque semaine, on t'apporte des histoires réelles, vérifiées et surprenantes sur des pays qui cachent des données aussi incroyables que celles que tu viens de découvrir.